Certes, ça diffère complètement du roman, mais vu que de toute façon c'était parti un peu dans tous les sens, on n'est plus à ça près. C'est compliqué, j'ai beaucoup à dire, il y a énormément de points qui ne vont pas, dans le film tout comme dans le livre, et bien entendu pas sur les mêmes sujets. Mais globalement, Wicked n'est absolument pas une histoire toute rose, où le point central est l'amitié, l'amour, et même le magicien lui-même. Alors pour commencer avec toutes les informations de base, Wicked c'est le premier tome d'une saga Wicked Years qui se déroule dans l'univers de Oz. C'est une saga qui revisite, qui complète, qui va plus loin, beaucoup plus loin que l'histoire originelle pour les enfants, donc Le Magicien d'Oz, qui est écrite par L. Frank Baum. Donc avec la saga Wicked Years, qui est écrite par Gregory Maguire, nous sommes sur un tout autre registre, pour un lectorat plus adulte et qui aborde des sujets plus sombres et violents. Maguire s'est vraiment approprié l'univers, car en plus de la quadrilogie, il y a également ensuite une trilogie où on va suivre un personnage spécifique. Oui, dans cette vidéo, je vais essayer de donner mon avis et des informations en étant le moins spoilant possible, ou du moins ne pas parler de l'évolution finale de l'intrigue, ni de donner trop de détails ou du moins les mettre dans leur contexte. Sauf pour le cas de Dorothy, car je pense que tout le monde connaît, du moins dans les grandes lignes, l'histoire du magicien d'Oz et de la finalité de l'histoire. Donc il a écrit une trilogie qui se passe après la première série et en parallèle il a également écrit 3 tomes hors série. Le premier livre de son univers, donc Wicked, avait déjà été adapté en comédie musicale en 2003 et il est mentionné, donc, je cite, une adaptation plus libre avec un ton familial ne reprenant pas certains thèmes plus sombres et violents du roman, comme les violences sexuelles et le rôle de la religion dans la société. Alors moi perso, la liste, je l'aurais clairement rallongée, car plus je réfléchis à ce livre, et plus je pars dans des théories, peut-être fumeuses, mais qui me font réfléchir. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler de Wicked, donc mon avis sur le livre, et faire le parallèle sur le film, enfin les films, vu qu'il y a la partie 1 et la partie 2. Car dans ces derniers, il ressort des points très intéressants, des éléments qui ne sont absolument pas dans le livre, mais du coup qui apportent réellement un petit quelque chose à l'histoire, et qui même, dans certains points, ont fait que j'ai trouvé l'histoire plus logique et plus probante. Car à savoir, le livre laisse place à beaucoup de non-dits. Il suggère des éléments qui, dans le fond, ce n'est pas grave de savoir si oui ou non ça existe réellement, ou simplement le sens dans lequel on interprète la chose, car bien entendu, le récit est bien plus complexe que ça. Mais j'ai trouvé certaines parties du script du film assez malin. Alors, que ce soit dans le livre ou dans le film, on commence de la même manière, donc au sein de la famille d'Elphaba, de sa naissance et de la problématique qu'elle soit verte. Donc dans le film, on passe assez vite là-dessus, donc on sent bien entendu que cette différence pose souci, et notamment chez les autres enfants. Il y a également des passages suggérant l'infidélité de sa mère, mais on reste sur un début assez gentillet, certes pas terrible, mais gentillet. Dans le livre, cette partie-là est beaucoup plus longue, et nous met vraiment dans le contexte politique et familial, mais dans un certain sens, on nous propulse dans l'univers comme si on en connaissait déjà tous les principes, donc que ce soit celui des machines TikTok, des différents peuples et religions, mais comme beaucoup de points dans le livre, des points sont nommés mais pas précisés, car dans le fond, on reste sur une idée, un concept, qui peut être transplanté sur beaucoup d'autres sujets. Donc on débute dans la famille d'Elphaba, où son père est prêcheur et extrêmement dévoué à l'Église et au Dieu innommé. Et croyez-moi, la religion et sa perception est quasiment le point central de l'histoire. À côté de ça, la mère d'Elphaba est bien entendu volage, mais il n'y a pas qu'elle. Elle boit, elle vit très mal le fait d'avoir donné naissance à un monstre et pense qu'à une chose, s'en débarrasser. Et heureusement qu'il y a la grand-mère d'Elphaba qui est là, qui va vite devenir un peu le pilier central de la vie de notre héroïne. Donc beaucoup de questions se posent vis-à-vis de la naissance d'Elphaba, fin du monde, cadeau, prophétie, malédiction, et le couple arrive à tenir le coup en hébergeant un étranger
qui a quitté son pays et qui s'intéresse au pays d'Oz. Cette personne prend une place très importante. Il y a énormément d'échanges autour de la différence entre eux, donc que ce soit les coutumes, la religion, la race, enfin tout y passe. Et la mère d'Elphaba, enceinte, a peur que son deuxième enfant soit vert également. Et sa mère va donc lui acheter une sorte de potion, de remède de sorcière contre cela. Et bien entendu, sachant que tout le côté sorcellerie est très mal vu dans ce foyer qui est très croyant. Donc tout ce qui va tourner autour de cette fiole verte, que l'on retrouve également au début du film, n'ont absolument rien en commun. Ou alors c'était tellement suggéré, mais une suggestion de suggestion qui est suggérée, tout ça basé sur une hypothèse que je suis complètement passée à côté. Mais dans ce cas de figure, ça créerait quand même des incohérences dans le livre. Du coup, c'est un point qui diffère. Ce mystère autour de ça, je ne l'ai pas trouvé très utile dans le livre. Surtout que dans le film, ça apporte tout un autre sens et que la finalité n'est absolument pas la même. Donc Elphaba est décrite comme un monstre avec des dents pointues, tranchantes, jusqu'à ce qu'elle les perde. Donc je suppose qu'elle perd ses dents de lait et qu'elle a ses dents définitives qui ressemblent aux nôtres. Donc la famille s'agrandit avec la venue de sa sœur Nessa Rose, qui n'est pas verte mais handicapée. Dans le film, elle est en chaise roulante et ne peut marcher. Dans le livre, elle naît sans bras et du coup doit se faire accompagner pour garder l'équilibre. Et suite à ça, un troisième arrivant, que l'on ne retrouve pas dans le film. Il s'agit du petit frère Carapace, qui est totalement éclipsé dans le film, mais qui aura un rôle à jouer plus tard, genre bien plus tard, enfin dans le deuxième tome de cette saga. S'ensuit l'arrivée d'Elphaba à Shees, donc l'université où elle rencontre Glinda. Donc le côté académique est beaucoup moins poussé dans le livre. Nessa Rose arrive seulement 1 an, je crois, plus tard, et est dépeinte comme une personne très hautaine, très croyante. Et de son côté, Glinda est exactement comme dans le film. Une jeune femme superficielle qui semble plus bête que ce qu'elle est réellement, mais reste très naïve, très utopiste, et bien entendu, superficielle. Même si je comprends que le film est voué à toucher un plus large public, et qu'il a été pensé en tant que tel, et passe sous silence des éléments sombres, très religieux, politiques, et lubriques également, mais le film a vraiment mis l'accent sur l'amitié, la romance, le triangle amoureux et a complètement édulcoré les messages profonds qui, eux, sont accessibles et compréhensibles de tous, ou auraient pu être amenés d'une manière un peu plus digeste que dans le livre, mais auraient pu clairement être présents. Donc le film met beaucoup l'accent sur la romance et l'amitié, et également sur les droits des animaux. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Et met également beaucoup en lumière le fait que le magicien, dépourvu de magie, berne tout le monde et ce depuis longtemps. Chose totalement inexistante dans le récit, car vraiment la problématique est tout autre. Les raisons qui font que Glinda et Elphaba se rendent chez le magicien n'a rien à voir, tout comme l'histoire du grimoire. Et surtout, la séparation qui se passe à ce moment-là, donc à la fin de la partie 1 du film, ne se passe pas du tout comme cela, et cela ressemble plus à deux personnes ayant des aspirations totalement différentes et qui prennent des chemins différents. Après, effectivement, ça faisait un peu moins théâtral. Pour parler un peu plus du livre, Elphaba est vraiment au centre de l'histoire, et tous les autres sont vraiment des personnages secondaires. Certes récurrents, mais très secondaires. On évolue avec Elphaba qui découvre le monde, qui se pose des questions sur son fonctionnement, sur le bien fondé de la religion, ses préceptes, son but et surtout la notion du bien et du mal. Car elle reste une personne qui a des valeurs, qui souhaite la justice, l'équité et bien entendu, donc comprendre le fonctionnement et ses répercussions. Ces théories, ces hypothèses, ces questionnements intérieurs sont vraiment intéressants, mais cela donne un aspect assez lourd dans le récit, surtout que tout l'aspect atmosphérique, l'ambiance n'est pas retranscrite, à part le froufroutement des robes de Glinda. C'est ce que je trouve dommage car on évolue tout de même dans le pays d'Oz, censé être enchanteur, du moins je l'imaginais comme dans le film, enchanteur entre grands guillemets, mais qui en met plein la vue. Donc quelque chose de grandiose. Mais avec les livres, en exagérant à peine, ça pourrait se produire dans presque n'importe quelle ville existante. Autre l'aspect religieux, qui a été éclipsé comme toute une grande partie de la vie d'Elphaba, il y a également l'aspect politique. Car dans le film, on parle des animaux, qui n'ont plus le droit de circuler librement ou d'être légitimement considérés comme êtres vivants, dotés de conscience, de pensée et de parole. Et ces derniers sont relégués au stade d'animaux et perdent petit à petit déjà tous leurs droits, mais également la parole. D'où le questionnement légitime d'Elphaba, quelle est la différence entre animaux et animaux? Donc on peut très bien partir sur cette même définition, mais en mode hardcore, quelle est la différence entre un humain et un humain? Avec le dernier n'ayant
plus la possibilité d'avoir la parole, de s'exprimer et avec une intelligence plus ou moins relative. Vous m'avez compris. Donc dans les réflexions d'Elphaba, il y a énormément de parallèles possibles, ou du moins j'en ai réalisé peut-être un peu trop, et du moins c'était très intéressant et les questionnements qu'a Elphaba, je les trouve très légitimes. Donc son rôle sera de défendre et surtout dénoncer ces faits qui ne s'étendent pas qu'aux animaux, mais également à toutes les régions avoisinantes Oz, où les habitants se retrouvent délogés et au bord de la guerre contre la capitale. Et le climat est très instable tout au long du livre, enfin des 2 livres que j'ai lus, et il me semble même dans la suite. Donc il n'est pas juste question de on déloge des gens pour construire notre petit chemin de briques jaunes, c'est bien plus profond que ça. Et donc j'ai regardé il y a quelques jours la deuxième partie du film, et même si j'aime toujours autant les décors, le côté comédie musicale, qui me plaît beaucoup, et je tenais à souligner que dans le livre, Elphaba chante 1 ou 2 fois, en tout cas une fois, et il y a pas mal de comptines qui sont récurrentes. Bref, je voulais juste le mentionner. Et donc le scénario de la deuxième partie du film est tellement, mais alors tellement loin du récit original. Certes, il y a plein de facilités que je comprends tout à fait, mais par exemple, rien que le magicien et Madame Horrible se voient attribuer trop d'importance, tout comme la magie qui reste dans le livre absolument pas le pilier central. Il existe des gens qui la maîtrisent ou non, mais le récit est tourné vraiment d'une manière beaucoup plus philosophique, rendant des faits, des entités comme des symboles qui, s'ils sont réels ou non, n'ont pas d'incidence sur le récit et le déroulement de l'histoire. Alors même si j'ai beaucoup aimé le premier film, le deuxième m'a énormément déçu. J'ai trouvé que les thèmes développés étaient très superficiels. Bon déjà, la plupart n'avaient pas lieu d'être dans le récit, donc j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont été créés là pour faire une histoire que tout le monde puisse voir et sans se poser vraiment de questions. Donc le scénario est pauvre, l'intrigue est vide, et le combat d'Elphaba est réduit à des broutilles par rapport à son combat dans le livre. Donc qu'il ait été glamourisé pour le cinéma, cela ne me dérange absolument pas. Donc il n'y a aucun problème et je trouve que ça va très bien avec le type de récit, avec l'univers qui s'y prête à merveille. Mais le fondement du récit, sa structure, ses valeurs sont tellement mis à mal avec les films. Alors je critique beaucoup, mais dans le deuxième film, donc la deuxième partie, il y a un point que j'ai adoré. Certes, ça ne suit pas la trame de base, comme la fameuse bouteille verte, mais j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante. Et d'après mes souvenirs du magicien d'Oz, il me semble que l'origine de l'homme de fer blanc et de l'épouvantail n'était pas développée. Ce qui est du lion peureux. Donc dans ce livre, son histoire, son origine est mentionnée sans pour autant être véridique, mais tout à fait plausible et ça a été également repris dans le film. Ce que j'ai apprécié, c'est justement l'introduction de l'homme de fer blanc, enfin le bûcheron de fer, et l'épouvantail. Certes, ça diffère complètement du roman, mais vu que de toute façon c'était parti un peu dans tous les sens, on n'est plus à ça près. Car effectivement, on sait que Dorothy est accompagnée de ses personnages et qu'ils ont également quelque chose à demander au magicien. Donc le lion demande à être plus courageux, etc. Honnêtement, je me réjouis de relire Le Magicien d'Oz et de revoir le film, car mes souvenirs sont un petit peu vieux. Donc l'arc narratif de Dorothy est présent dans le livre et dans le film. L'idée de base reste la même si la finalité, c'est pas vraiment ça, sans que ça soit trop dérangeant. Donc dans le film, ces accompagnateurs ont été introduits, on connaît un peu leur histoire, et à contrario, dans le livre, elle est accompagnée au final d'inconnus. Donc j'ai apprécié que dans le film, on assiste et l'on découvre plus sur ces personnages, même si cela diffère totalement de l'histoire. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, et la manière dont ils ont été introduits apporte un plus, une cohésion également à l'aventure de Dorothy, même si ça a été très bref. Maintenant, je vais vous parler du livre en général, car même si j'ai beaucoup aimé la profondeur des messages et la construction autour de ça, comme je l'ai dit plus tôt, il m'a manqué vraiment ce côté enchanteur, immersif. Enfin bref, pour faire court, je voulais du décor, des détails. Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a le plus dérangé. J'ai eu tout du long une impression de pas assez, comme le deuxième livre, soit dit en passant. Donc je n'ai pas adhéré à la plume de l'auteur et à sa construction narrative. Les personnages secondaires étaient trop secondaires, révélant un potentiel inexploité, et j'ai eu l'impression de passer d'une scène à une autre, sans transition, et ça durant toute ma lecture. Donc ça a eu pour effet de me couper un peu de ma lecture, et ce constamment, et a apporté une sorte de lourdeur, où l'on passe de fait en fait, sans en voir le chemin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il s'avère que j'ai vraiment pas aimé la plume et j'ai continué le deuxième tome en audio et cette version est vraiment sympa car même si c'est un récit que j'ai apprécié, si je l'avais continué en format papier, je sens que je l'aurais laissé traîner très longtemps. Après, tout ne peut pas être à notre goût, mais ce sont vraiment des détails qui ont entaché ma lecture.
Avant que je vous parle de mon avis sur le deuxième tome, ok, c'est surtout une très bonne excuse, mais j'ai craqué sur cette beauté et j'ai très envie de vous partager le montage. Donc il s'agit du tableau de Wicked en Lego, où il y a apparemment plein de détails amovibles. Et si vous voulez directement passer à mon avis sur le tome 2, vous avez les chapitres directement dans la description.
À la base, je pensais pouvoir vous affirmer qu'il n'y aurait pas de film basé sur ce deuxième livre, car il est construit autour de personnages qui n'apparaissent pas dans le film, et surtout que c'est basé sur une intrigue qui a été totalement éclipsée. S'ils partent sur ce principe-là, ça n'aura plus aucun sens. Mais je suis allée regarder sur internet par curiosité, et aussi pour glaner d'éventuelles informations, et j'ai tapé donc dans la barre de recherche Wicked 3, et il y avait des images d'Elphaba avec un enfant vert. Bon, alors, c'est pas du spoil, mais c'est le titre du livre. Sauf que, il est pas vert, contrairement aux photos qui pouvaient le suggérer sur internet. Et bien entendu, si vous connaissez la fin du Magicien d'Oz, ça a été la même là-dedans, plus ou moins. Donc nous ne sommes pas sur une fin belle et heureuse. Donc si elle avait donné naissance à un fils, c'était dans celui-là. Et ça faisait partie de l'arc narratif qui prend plus de la moitié du livre qui a été complètement éclipsé du film. Car il se passe énormément, mais énormément de choses, mais qui ont été complètement occultées dans la version cinématographique. Donc, dans le roman, les origines de Lyre sont mentionnées, du moins potentiellement car elles n'ont pas été actées. Cela reste sur un non-dit, une sorte de flou autour du personnage, sur ses origines concrètes. Il y a tout ce côté de recherche de lui-même, de sa construction, de son choix de vie, de son choix ou pas de rester englué dans ce passé, de prendre ou non pour acquis d'être le fils de, ou pas. Et la manière dont ça a été écrit apporte vraiment une profondeur au personnage et amène énormément de sujets sur le tapis. Et on est vraiment sur une sorte de quête identitaire, fictive ou tangible. Car au fond, ce n'est pas important, c'est vraiment tout l'aspect parmi tant d'autres, car au fond ce n'est pas du tout important, ça sera vraiment ce côté un peu emblématique, et c'est un aspect bien sûr parmi tant d'autres qui font que ce tome est vraiment intéressant. Donc s'ils nous pondent un troisième film, je me demande vraiment ce que ça va être, car Lyre n'a plus de famille, il avance après la chute de la méchante sorcière de l'Ouest, il digère le départ de Dorothy, et va de l'avant et d'aventure en aventure, si j'ose utiliser ces termes, car le pays est clairement et ce toujours au bord de la guerre. Et donc Lyre fait différents choix de vie, affronte les répercussions, apprend et évolue. Donc comme dit plus tôt, l'intrigue tourne principalement sur des personnages qui ne sont pas apparus dans le film, sauf Glinda qui fait figure de pro et apparaît à quelques moments courts, faisant juste figure emblématique dans l'évolution d'Oz. Donc l'histoire commence où des personnes retrouvent Lyre blessé et s'en occupent jusqu'à qu'il soit rétabli. Il est alors dans une sorte de coma durant lequel il fait des rêves, et l'on découvre en fait son passé, tout ce qui s'est passé depuis le départ de Dorothy, et depuis qu'ils sont partis du château où Elphaba résidait. Car à partir de ce moment-là, Lyre a décidé d'accompagner Dorothy, du moins le temps qu'elle reste à Oz. Donc on est presque sur un récit de vie, où il se forge, où il apprend, essaie de comprendre, de trouver sa place, échoué à de nombreuses reprises, mais toujours continuer. Même s'il se passe beaucoup de choses, j'ai eu l'impression de faire du surplace, car l'intrigue principale n'avançait pas vraiment. Alors c'est sûrement peut-être à cause de la double temporalité, mais j'ai trouvé cette dernière vraiment sympa, et elle avait du sens dans la construction du récit, mais tout comme le tome 1, j'ai vraiment un souci avec la plume de l'auteur. Les sujets abordés sont différents que dans le tome 1, mais restent dans la même lignée, avec une sorte de relève, un peu fragile, et qui se cherche. Je ne dirais pas que ça a été une lecture divertissante pour moi, mais plutôt une lecture intéressante. Et je remercie le format audio pour ce deuxième tome, car j'aime vraiment pas le style d'écriture. Je vous avouerai que la suite m'intrigue toutefois, donc je n'ai pas trouvé d'informations par rapport à sa traduction, et je me pose la question de est-ce que le style d'écriture me conviendrait peut-être mieux en anglais. Je sais pas, en tout cas ça a été quelque chose que j'ai déjà remarqué lors de précédentes lectures où j'ai pu faire la différence entre ces deux langues. Donc à voir, mais j'avoue que j'ai ce petit goût de j'en reprendrai bien un petit peu plus. Surtout que le tome 3 est basé sur le lion, ses origines, avec toujours des thèmes sombres et toujours tournés sur des protagonistes mauvais qui ne le sont pas tant que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou vu les films et surtout qu'en avez-vous pensé. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Magicien d'Oz et je me suis procuré la fameuse version Minalima et je vais re-regarder le fameux film emblématique et faire le parallèle. Alors abonnez-vous pour pas louper ça.